Bien, bonjour à tous. Nous revoilà pour la sixième séance du cours d'atelier d'économétrie. Aujourd'hui, on va parler des modèles de la classe Arch. Donc, c'est des modèles de volatilité conditionnelle. Donc, d'après ce que j'ai compris, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore été introduit à ces modèles-là, si ce n'est peut-être par le cours de Valérie Mignon en série temporelle. Donc, on va un peu repartir de ce que Valérie Mignon a pu vous dire, hein, et on va voir un petit peu comment estimer ce type de modèle enfin, à l'aide de Python. Donc voilà le plan, donc une introduction, des faits stylisés, c'est important parce que c'est une classe de modèles qui a été introduite notamment par l'analyse des séries financières. Donc présenter tout un tas de enfin, six faits stylisés qui caractérisent les séries financières et qui ont amené à la modélisation de la volatilité conditionnelle. On va voir ce que c'est. Et, euh, et donc voilà. Donc ensuite, je vous présente les deux modèles standards de cette classe, donc les modèles Arch et les modèles Garch, et les modèles dits alternatifs, qui permettent de tenir compte d'un peu plus de caractéristiques observées dans les faits stylisés. Enfin, on parlera du test Arch pour déterminer si vos séries ont les caractéristiques qui permettent la modélisation à l'aide de ces modèles. On parlera aussi un petit peu rapidement de l'estimation. On va passer dessus assez rapidement. Peut-être vous présenter la méthode l'estimation OLS en deux temps, donc le two-step OLS. Et enfin, dans une prochaine vidéo, on fera l'application, on fera une application. Donc là, comme d'habitude, on importe l'ensemble des packages qui vont nous être utiles. Bon, j'ai pu laisser des bouts de code d'importation un peu ailleurs dans le document, mais l'essentiel sont là. Donc comme d'habitude, NumPy, SciPy, Matplotlib pour les graphiques, surtout StatModel, ok. Et là, on verra qu'il y a un nouveau package que j'ai introduit du coup un peu plus tard, c'est le package Arch, ok. Donc on a tout ce qu'il faut pour travailler dans cette cellule. Donc les modèles Arch ont été développés suite aux insuffisances constatées des modèles de type ARMA, donc que vous avez pu voir dans la précédente vidéo ou dans vos cours. Les modèles de la classe ARMA permettent de modéliser la moyenne d'un processus. Okay. C'est-à-dire qu'on a toujours laissé la variance du terme d'erreur être constant. Donc du coup, on va voir ici qu'avec les modèles H, c'est cette variance du terme d'erreur qu'on va s'atteler à modéliser euh, parce qu'on en a besoin du fait des caractéristiques observées dans les séries financières. Une petite note cependant, on va parler du coup de processus non linéaires en variance, parce qu'on va travailler sur cette variance. Euh, mais il existe aussi des processus non linéaires en moyenne, mais jusqu'à présent, à mon avis, vous n'en avez pas du tout vu. C'est des modèles à seuil, etc. Vous n'avez pas Markov chain, etc. pour changement de régime. Vous n'avez pas vu ça, vous verrez certainement ça en M2 pour ceux qui vont faire économie appliquée ou Master IPMC. Donc là, on va se concentrer sur la non-linéarité de la variance du terme d'erreur. Okay. Euh, donc il y a le livre de Madame Lardic et Madame Mignon pose deux inconvénients majeurs au processus de type ARMA qu'on aura vu jusqu'à présent. Ce sont des modèles qui ne tiennent pas compte de phénomènes d'asymétrie. Okay. Parce que ces phénomènes d'asymétrie, il faudrait s'intéresser à des moments d'ordre 3, alors que les modèles ARMA, comme vous l'avez vu, pour la sélection de lag, etc., leurs fonctions d'autocovariance sont définies, donc d'autocorrélation aussi naturellement, et la fonction d'autocovariance n'implique que la variance du processus. Donc, s'il y a des phénomènes d'asymétrie dans vos séries, euh, vous ne pourrez pas les modéliser à l'aide des processus ARMA. Donc ça, c'est une justification, je dirais, un petit peu théorique de l'utilisation de modèles non linéaires en variance de type Arch-Karch. Okay. Donc le concept clé de cette classe de modèles, c'est la notion de variance conditionnelle. On va voir plus en détail ce que c'est après. Okay. C'est-à-dire que la variance au temps t dépend
potentiellement des erreurs au temps passé et de cette même variance au temps passé. Ok. Donc on va revenir tout de suite après sur les modèles Garch et les modèles Arch. Ok. Et sur cette notion de variance conditionnelle. Donc passons maintenant au fait stylisé. Donc tout ça je l'ai dit, j'espère rien oublier, etc. Donc les faits stylisés, c'est des régularités statistiques qu'on observe dans des séries temporelles ou en général ce sont des régularités statistiques. Ici on va s'intéresser aux régularités statistiques observées dans les séries financières. Et ces régularités je veux dire, on l'observe pour quasiment du coup toutes les séries financières, notamment de rendement boursier. Euh, donc nous, pour illustrer en fait cette dizaine de faits stylisés, on va utiliser les données du S&P 500. Ok, donc je vous mettrai à disposition également. Donc ici, c'est un bout de code que vous devez connaître parce que c'est le même que la dernière fois. On importe les données, donc le CSV qui contient la série, enfin l'indice du SP500. Ok, on, on stocke une nouvelle colonne dans le data frame qu'on appelle RDT pour rendement. Ok. Donc la première chose à faire, bah, c'est de tracer voilà, les séries qui nous intéressent. Donc là, ici à gauche, vous avez la série de entre guillemets en niveau de l'indice du S&P 500. Donc ça, c'est ce que vous pouvez observer quand vous allez sur la plupart des sites d'information boursière. Et à droite, vous avez les rendements, donc le taux de variation de cet indice-là. Euh, Taux de croissance de cet indice-là, pardon. Donc le premier fait stylisé, c'est un fait stylisé que vous avez déjà rencontré dans les cours précédents où je vous en ai déjà parlé. C'est que très souvent, ou la plupart du temps, les séries de prix en niveau boursier sont non stationnaires. Okay, donc ça, c'est un premier caractère. Donc pour vérifier effectivement si une série est stationnaire ou non stationnaire, vous le savez, il faut utiliser les tests de Dickey-Fuller et appliquer évidemment la stratégie de test séquentiel. Ici, je n'ai pas appliqué la stratégie de test séquentiel, j'ai simplement utiliser le modèle avec constante et tendance et le modèle avec constante seulement. Parce que finalement, voilà, j'observe une tendance ici dans la série et une constante, pourquoi pas, à tester. Donc là, ce qu'on observe, c'est dans le premier, avec tendance, alors attendez, en fait, j'ai pas fait exactement la même chose. Dans le premier test ADF, pardon, j'utilise la série close, donc la série de prix. Ok, donc avec constante et tendance parce que j'observe une tendance. Et la seconde, en fait, j'utilise les rendements ici. Donc je fais le test ADF pour cela. Donc on observe ici la non-stationnarité du premier avec une p-valeur qui est proche de 1 et une p-valeur très proche de 0 pour les rendements. Donc ça indique que les rendements sont stationnaires. Ok. Donc, on y reviendra plus tard, mais vous observez déjà ici des paquets, des paquets de variances, des rendements qui sont regroupés ici. Vous pouvez les observer notamment pendant les périodes de crise. Et c'est ces éléments qu'on va essayer de modéliser. Donc, la première caractéristique, c'est la non-stationnarité des séries de prix. Euh, L'absence d'autocorrélation des rendements. Ouais. Alors, quand on trace les résultats de la fonction d'autocorrélation sur les rendements, on observe quoi? On observe que finalement ça se réduit ultra vite, enfin, dès l'ordre 2, il n'y a plus aucun rendement significatif. Donc les rendements sont très peu autocorrélés. Euh, Par contre, si on considère les rendements au carré, donc ici j'ai mis, regardez, RDT au carré, si on observe les rendements au carré, ce qu'on observe, on peut le tracer déjà, on observe des sortes de pics avec des groupes d'éléments au carré qui sont regroupés ensemble quoi, quand ça décolle de zéro, donc des sortes de clusters. Donc ce qu'on observe, c'est une forte autocorrélation des rendements au carré. Donc ça c'est le troisième élément. Ensuite,
les clusters de volatilité, donc ça, vous vous en doutez ici, ce qu'on appelle cluster, c'est les groupes de volatilité, donc des périodes qui apparaissent souvent, mais de façon apériodique, donc parce qu'on peut pas, enfin si les crises étaient périodiques, ben, on pourrait les anticiper parfaitement. Donc c'est des groupements comme ça de forte volatilité pendant les périodes de crise, de faible volatilité pendant les périodes de calme. Euh, il y a une chose importante, c'est que quand je vous parle de volatilité qui explose pendant les périodes de crise et des volatilités de faibles mesures dans les périodes de calme, c'est que ce qui doit vous venir en tête, c'est finalement, finalement la variance, elle est non constante, ok, puisqu'il semble y avoir un phénomène de variance conditionnelle au moment où on se trouve, au temps où on se trouve. Mais du coup, pourquoi les tests ADF disent que cette série-là, elle est stationnaire? Parce qu'en fait, comment dire, la stationnarité, elle est vue sur le long terme. C'est-à-dire si vous imaginez faire passer une bande, une bande supérieure et une bande inférieure sur cette série, ben, on voit que finalement la variance, euh, elle n'explose pas. La variance, elle est finie. Donc et cette variance finie, c'est la caractéristique euh, d'une variance qui semble être constante sur le long terme. Mais en réalité, elle est pas constante localement. Ok. Et donc là, on conclut à la stationnarité des rendements à cause de ce phénomène de long terme. Si on trace une borne supérieure, une borne inférieure, on voit que finalement les rendements sont contenus entre ces bornes. Ok. Donc ça, il y aura une façon évidemment de modéliser ces clusters. Cinquième caractéristique, c'est des distributions aux queues épaisses. Donc ça veut dire que si on trace la distribution empirique des rendements, ok, ou si vous vous amusez à centrer, etc., pour en tracer la densité de telle sorte que l'air soit 1, on remarque que ça rejette euh, ça s'éloigne d'une distribution gaussienne, donc ça rejette l'hypothèse nulle de Jarque-Béra. L'hypothèse nulle de Jarque-Béra, je vous rappelle, c'est la normalité. Ok. Donc on dit que ces séries sont, sont leptocurtiques quand il y a une concentration très forte autour de zéro des rendements et, et que ce retour vers zéro, ce retour vers le centre dominant peut être très lent parce qu'il y a tout de même des rendements très très éloignés. Ok. Donc là, ça s'étudie à travers le kurtosis et et le squiness. Ok. Une chose intéressante à noter, c'est que là, on est sur des données journalières, me semble-t-il. Oui. On est sur des données journalières, donc la chose intéressante à noter, c'est que quand vous changez de fréquence, vous observez les rendements boursiers à la semaine, au mois, etc., ou au trimestre, vous allez avoir une tendance à un retour vers la normalité. Ok. Donc plus on s'approche, enfin plus on augmente la fréquence, donc en intraday aussi, plus on a quelque chose de non normal. Donc ici vous avez comme d'hab le petit test de Jarque-Béra issu du package SciPy. Donc la p-valeur à 0, ça implique un rejet de la normalité. La sixième caractéristique des séries financières, c'est un effet euh, d'asymétrie qui est observé. Donc il est un peu plus difficile à observer directement, mais je vous en ai fait une illustration ci-après. Donc cet effet d'asymétrie, c'est quand par exemple une valeur passée négative de rendement ou positive, enfin qu'elle soit positive ou négative, ça impacte différemment la volatilité contemporaine. Ça, c'est relativement intuitif dans le sens où on se dit que des rendements négatifs, donc qui correspondent à une baisse des prix, donc potentiellement à un effondrement des marchés, une crise, ça a tendance à créer un peu de panique et à accroître
la volatilité des séries d'une façon plus importante que des rendements positifs, c'est-à-dire une période de hausse, à part peut-être dans les bulles. Ok, mais donc les crises, les événements négatifs impactent plus fortement la volatilité que les événements, je dirais, positifs. Donc pour illustrer ça, au lieu de prendre les rendements au carré, une fonction polynomiale, on va prendre la valeur absolue des rendements. Ok. Donc ici, dans RDT Apps, on stocke avec la fonction qui permet de calculer la valeur absolue des rendements. On le stocke dans le data frame et on le visualise. Donc on a quelque chose qui est un peu différent des valeurs au carré, mais c'est valeur absolue. Donc on voit aussi qu'il y a des moments où voilà, il y a des clusters très hauts de ces volatilités, de ces rendements absolus. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est travailler sur les, sur on peut calculer les éléments de fonctions d'autocorrélation. Ok, bon là j'ai mis 6 lag. On observe ici que ce sont des valeurs très petites avec le e puissance moins 2. Donc c'est-à-dire que sur les rendements standards, ben, il n'y a toujours pas d'autocorrélation. Donc ça c'était le fait stylisé numéro 3 ou 4. Par contre, si on prend la fonction d'autocorrélation des rendements absolus qu'on vient de calculer, ben, vous voyez, c'est comme le rendement au carré. On a des autocorrélations significativement différentes de 1. Donc là, ce que je fais, c'est que finalement, je vais calculer les rendements euh, positifs, ok, et les rendements négatifs. Je vais vous montrer à quoi ça sert après. Donc, en fait, là, c'est juste un itérateur. C'est comme une liste dans laquelle on met une boucle for. Ok, donc une fonction ici, donc une fonction, comment dire, anonyme, qu'on appelle une fonction anonyme. À chaque élément, à chaque rendement contenu dans la colonne rendement, donc qui correspond à x ici, on choisit le maximum entre x et 0. Okay, de telle sorte qu'à la fin, rendement de plus, eh ben, ils contiennent que les rendements positifs, ou 0 si les rendements étaient négatifs. Pareil pour le rendement minus, donc négatif, je vais plus l'appeler négatif. Euh, Ici, c'est le min, le minimum entre x, entre le rendement constaté et 0. Donc là, on va prendre que des rendements négatifs. Okay, et ça, on le stocke dans le data frame. Okay. Pour chacun de ces rendements plus ou minus, okay, donc rendement positif ou négatif, on va créer des lags de ces séries. On les a stockés dans le data frame ici, dans df rdtp, df rdtm. On va shifter, donc laguer chacune de ces séries. De telle sorte que si vous observez le data frame ici, vous avez ici le rendement, par exemple, prenons cette colonne, rendement minus lag à l'ordre 1, rendement plus à l'ordre 2, rendement minus à l'ordre décalé, enfin lagué 2 fois, etc. Okay. Donc, euh, donc une fois qu'on a stocké tous ces éléments-là, ce qu'on va faire, c'est calculer le coefficient de corrélation avec NP core coef entre les rendements absolus, donc vous vous souvenez, c'est comme un peu les rendements au carré, mais on a choisi de prendre la fonction valeur absolue, et les rendements plus, plus pour tous les ordres. Okay, et on fait pareil avec les rendements minus à tous les ordres. Donc on essaie d'établir une corrélation entre les rendements absolus et les rendements négatifs, et les rendements absolus, et les rendements positifs. Donc j'ai fait le petit calcul, je les ai fait afficher ici, mais je vous ai synthétisé l'information dans ce tableau. Donc ici, on voit que les rendements des rendements, alors là je l'ai appelé epsilon, mais c'est pas epsilon, c'est les rendements, ok. Les rendements, comment dire, l'autocorrélation des rendements, vous voyez ici, c'est très proche de 0. L'autocorrélation de la valeur absolue des rendements à l'ordre h, donc ici l'ordre h là, on voit, comme je vous l'ai montré juste avant, des autocorrélations. Alors je l'ai pas mis ici, j'ai pas mis les intervalles de confiance, mais elles sont strictement différentes de 0, ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est que
vous voyez ici, on va faire l'autocorrélation, ce qu'on a calculé avant, entre les rendements positifs et les rendements en valeur absolue. Ici, c'est les rendements négatifs et la valeur absolue des rendements. Ici, j'ai mis un moins pour éviter de nous retrouver avec des signes négatifs ici. Ok. Ce qu'on observe de façon très intéressante, c'est que finalement, les rendements positifs sont moins corrélés que les rendements négatifs avec les rendements en valeur absolue. Donc les rendements en valeur absolue, souvenez-vous, c'est avec ça permet de voir s'il y a un effet arche, s'il y a un effet cluster. Okay. Donc là, on observe bien qu'ici, les rendements négatifs sont plus fortement corrélés. Donc vous voyez les valeurs ici des coefficients, 0,20, 0,30, etc. Et ici 0,07, 0,12. Voilà. Donc on observe une asymétrie dans l'impact négatif ou positif sur l'effet volatilité, sur les rendements en valeur absolue. Donc ça illustre le point 6 sur l'asymétrie, qu'on appelle effet de levier. La saisonnalité, c'est une caractéristique, c'est le septième fait stylisé qu'on peut observer. Donc ça, c'est des choses un peu plus compliquées. On ne pourrait pas le faire là tout de suite. Là tout de suite dans le Jupiter, c'est par exemple les lundis, tu vois, l'effet lundi, l'effet vacances, des facteurs saisonniers, ok. L'effet lundi, c'est de dire que, étant donné que les marchés sont fermés le samedi et le dimanche, il y a un effet accumulation d'informations pendant le week-end, et du coup, une forte réaction des investisseurs et des acteurs du marché le lundi pour ajuster éventuellement leur position s'il y a eu des événements pendant le week-end, etc. Donc on pourrait observer plus forte volatilité, par exemple le lundi, ou à d'autres moments voilà, où tous les 5 ans, quand il y a des élections, par exemple, il peut y avoir une plus forte volatilité localisée autour d'un événement. Ok, donc ça c'était les 7 faits stylisés qui ont entraîné la création ou le développement des modèles dits Arch et Garch. Ok. Donc, sans plus tarder, rentrons dans un petit peu le détail des processus Arch. Ok. Donc, un processus Arch, c'est le processus ici qui est dans la troisième équation. Lui, on l'appelle Arch. Moi, j'ai décidé de vous mettre 3 équations. La première équation, donc imaginez Y c'est le rendement, d'accord? C'est l'équation qui modélise la moyenne du processus. Ok. Donc ça, vous avez l'habitude de ça. La moyenne du processus, ici, par des rendements, on aurait pu proposer un modèle de type ARMA ou un modèle de type AR ou ARX. Donc ARX, ça veut simplement dire que c'est un modèle AR avec des variables exogènes peut-être qui pourraient avoir un impact sur les rendements. Donc ici, j'ai mis mu, ok. J'ai pas ici je mets mu, donc vous pouvez le considérer comme entre guillemets une constante. Je décide qu'il n'y ait pas de modèle en particulier, simplement un effet de niveau comme ça pour la constante. Ok. Donc ensuite on a le résidu de ce processus en moyenne. Alors c'est pas le résidu, c'est l'erreur de ce processus en moyenne que l'on va chercher à modéliser. D'accord. Donc ici vous savez que comment dire, epsilon, cette erreur, on peut, quand on fait sortir, vous savez, si epsilon t suit une loi normale de moyenne 0 et de variance sigma au carré, si vous faites sortir si vous normalisez, si vous faites sortir la variance devant le terme ici qui sera centré et réduit, on enlève le carré, ok. Et ce qui compte ici, c'est l'indice T que prend le sigma ici. Ok. Donc le sigma, il va varier, donc l'écart type va varier en fonction du temps. D'accord.
Mais ce qu'on va modéliser, c'est pas directement l'écart type, mais c'est plutôt la variance, donc l'écart type au carré. Et donc l'équation ici pour la variance qui varie en fonction du temps avec l'indice t, elle se compose d'une constante, donc alpha 0, et d'une somme de valeurs des résidus, ici, au carré. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Finalement, là, ce qu'on pourrait faire, c'est d'abord estimer le modèle par une méthode de two-step OLS, ensuite modéliser ça une fois qu'on a eu le modèle en moyenne. Travailler sur le résidu. Euh, donc ça, c'est ce que je vous disais. Ici, j'ai fait un petit peu de descriptif. Donc si le cas où epsilon suit une normale centrée, etc., on peut sortir le sigma ici. Euh, ok. Donc, si vous voulez remonter après sur le processus, si vous voulez le simuler, le sigma au carré t, si vous voulez le remettre là-dedans, il faut bien prendre du coup la racine carrée de tout ça, ok, pour remonter sur l'écart type. Donc ça voudrait dire que la variance en elle-même, elle dépend des résidus, des erreurs au carré. Donc vous vous souvenez, si imaginez là, on modélise nos rendements précédents par un mu, par une constante ici, ça veut dire que tous les clusters qu'on a observés et toutes les caractéristiques qu'on a pu observer pour la série des rendements, si là on met seulement une constante, et ben toutes ces caractéristiques et ces faits stylisés vont se retrouver dans le résidu, enfin dans l'erreur. Et donc c'est cette erreur qu'on va essayer de modéliser pour tenir compte de ces caractéristiques. Et donc là, regardez, là vous vous souvenez à quoi ressemble le graphique des rendements au carré. Donc là, ici, les valeurs passées des rendements au carré, en clair, des erreurs au carré, donc ce qui correspond aussi au rendement parce que j'ai mis une constante, et ben en fait, voilà, cette variance ici, elle va dépendre des valeurs passées, donc des phénomènes de cluster, etc. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste remettre à l'échelle les rendements. Donc là, je fais juste x100 pour l'avoir en pourcentage. Ok. Et donc on va essayer d'estimer ce modèle Arch. Donc pour ce faire, on utilise le package Arch. Ok, donc là, il faut le télécharger donc avec pip install Arch ou par Anaconda. Ok. Point univariate. On importe ce qu'on appelle ARX ou constante min. Ok, ARX, si vous voulez donner une modélisation plus intéressante qu'une constante au processus en moyenne, vous pouvez spécifier un AR, un ARMA, etc. Ok. J'ai aussi pris constante min. Donc constante min, c'est simplement modélisé par une constante ici. Ensuite, on importe, j'aurais pu le mettre à la suite, mais on importe cette fois-ci euh, les modèles de volatilité conditionnelle, donc ici pour la troisième équation, donc Arch et Garch. Garch, je vais vous le présenter après. Donc ici, on spécifie le type de modèle en moyenne qu'on souhaite. Donc ici, AR, moi je l'ai appelé AR, j'aurais pu l'appeler CT plutôt pour constante. Ou plutôt mode, allez, modèle plutôt, c'est plus générique. Ok. Constante min, donc constante min RDT scale, donc on applique une constante, une modélisation constante au rendement, mise à l'échelle. On ajoute avec la méthode .volatility égale arch, on dit que la volatilité de ce processus-là suit un arch à 5 degrés, à 5 retards ici, donc les retards correspondant au Q. Donc ici j'ai inversé, I égale 1 est en bas et Q est en haut. Ok. Et une fois qu'on a spécifié le modèle, on va l'estimer. Donc on va stocker les résultats dans la variable res. Mode, c'est le modèle qu'on vient de spécifier. Point .fit, donc ça c'est un peu comme d'habitude avec StatModel. Euh, Update frag, c'est simplement pour enlever ces arguments qui sont ici, c'est simplement pour enlever comment dire, les alertes et les warnings que vont vous mettre le code sinon.
Et donc là, on obtient un tableau de résultats standard que vous pouvez connaître. Ok. Donc, donc là, ici, vous avez, comme d'habitude, donc ça marche pas forcément super bien, le R carré. C'est peut-être pas le modèle le plus adapté. Donc ici, vous avez la partie modélisation en moyenne. Donc là, on a mis qu'une constante, donc ça vous sort mu. Ok, donc ça c'est la constante. La constante est significative. Ok, donc elle a une valeur très faible, hein, très proche de 0 en réalité, mais elle est significative, donc ça vaut le coup de la mettre. Et ici, regardez, la volatility model, donc ça se réfère à la troisième équation. Donc ici, le oméga, alors par contre, c'est pas forcément exactement les mêmes symboles grecs. Là, ça vous met oméga. Oméga, ça correspond à notre alpha 0 ici. Donc là, je vais vous le rajouter en commentaire. Donc oméga égale alpha 0. OK. Et ici, alpha 1, alpha 2, alpha 3 jusqu'à alpha 5, là, ça correspond bien au lag des alpha ici. OK. Donc ce qu'on observe, c'est que il y a ces retards-là, ces retards-là dans les erreurs au carré sont tous significatifs. Okay. Donc il y a bien un effet arche dominant dans les données. On verra par la suite le test qui permet de faire, avant de modéliser comme ça ou de faire les estimations, le test qui vous permet de dire s'il y a un effet arche dans vos données. Okay. Donc là, si je plotte alors si je fais res.plot, ça nous donne deux choses. Ok, donc res, c'est là où j'ai stocké les résultats. Ça va vous donner les résidus standardisés, ok, et la volatilité conditionnelle. Donc là, on voit bien que notre modélisation de la volatilité a plutôt bien fonctionné. Dans le sens où, vous voyez, ces clusters là, on a réussi à les capter avec notre troisième équation ici. Et en fait, euh, les résidus standardisés, c'est les résidus propres. Donc ça veut dire que cette volatilité conditionnelle, elle est déjà incluse là-dedans. C'est-à-dire que les résidus, sans avoir fait la volatilité conditionnelle, ben, vous auriez des clusters dedans. Et bien, en divisant cette série de résidus avec des clusters, on va le voir un peu plus loin, par la volatilité conditionnelle ici, et ben, ça vous permet d'obtenir des résidus standardisés, entre guillemets blanchis, parce que le but de ces résidus-là, c'est que toujours, ce soit les résidus les plus simples, ce soit éventuellement des bruits blancs, au mieux, mais sinon quelque chose qui suit au moins une loi normale. Okay. Ensuite, le modèle Garch, qui ressemble vachement au modèle Arch, à ceci près qu'ici, dans la troisième équation, on a augmenté d'un terme. Donc un terme, vous voyez, il est auto-régressif d'un point de vue de la troisième équation. C'est-à-dire que là, vous avez sigma carré t, vous avez sigma carré t moins j, donc des lags. Okay. Donc c'est une forme entre guillemets, je dirais, de AR, mais au sein de l'équation de volatilité conditionnelle. Okay. Ça veut dire que finalement, les valeurs passées de cette volatilité ont un impact sur sa valeur présente. Et ça, c'est d'autant plus vrai que les clusters sont vraiment ultra présents dans les séries financières. Donc en plus d'utiliser comment dire, l'erreur au carré ici, euh, qui arrive à nous montrer des effets arches, eh bien, on s'assure du caractère autorégressif de cette volatilité de cette volatilité en ajoutant les termes lagués de la volatilité du processus. Ok. Euh, donc empiriquement, donc si vous utilisez le modèle Garch dans vos études, dans vos projets, vous pouvez identifier les ordres P et Q d'un processus Garch en étudiant les fonctions d'autocorrélation et d'autocovariance et d'autocorrélation partielle des séries epsilon au carré. Okay. Donc par exemple, quand vous vous apprêtez à modéliser quelque chose, vous allez modéliser le processus en moyenne, donc avec ARMA par exemple, vous allez avoir une série de résidus, et cette série de résidus, si elle n'est pas blanche, c'est qu'elle elle a peut-être certaines caractéristiques qui font que ça vaudrait le coup de pousser la modélisation sur la volatilité.
ok. Et pour pousser la modélisation sur cette volatilité, donc si on choisit un modèle par exemple Garch, donc il faut spécifier les ordres Q et P, et bien en fait on va s'intéresser à ces résidus au carré, aux autocorrélations partielles des résidus au carré. Donc de la même façon que pour les ARMA, Arch ça s'annule à partir du rang Q plus 1. Bon, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué hein, la sélection de lag. Voilà, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie un lot de modèles, on choisit une sorte de max lag, de lag maximal. Voilà, et comme pour les ARMA, on fait une stratégie un petit peu descendante de sélection de modèles. Ok. Donc ça, c'est la version générale du modèle Garch, vous savez, parce qu'il y a un nombre Q de retard pour les erreurs au carré et un nombre P de retard pour la volatilité elle-même. Donc la version 1.1, ok, c'est avec un seul retard. Donc c'est ce qu'on va faire. En général, alors sur les séries financières, en général, la plupart du temps, vous n'irez pas plus loin qu'un Garch 1.1. Euh, déjà parce que en étudiant un petit peu, vous savez, les propriétés asymptotiques de ces processus, plus vous augmentez le nombre de lags, si vous faites la simulation inversée, si vous jouez à Dieu, si vous fixez les paramètres de ces processus, vous générez des données, vous tentez de les réestimer après, en fait, vous vous apercevez qu'avec des lags super lointains, pour identifier les valeurs correctes de bêta et alpha que vous auriez fixées dans votre simulation, ben, il faut vachement beaucoup de données. Donc du coup, en général, 1.1, ça suffit à tenir compte des grandes propriétés des séries temporelles, des rendements financiers. Ok, donc là c'est le même import, donc je l'ai importé deux fois. Ici toujours on modélise la moyenne avec une constante, on s'embête pas parce que c'est pas l'objet du cours. La volatilité cette fois-ci c'est plus Arch mais un Garch, donc 1,1. Et ici on fit comme d'habitude. Donc on a quoi? On a oméga, donc ça correspond à la constante, ici c'est bien oméga. Alpha, alpha 10, donc on a toujours ce même effet significatif d'alpha, surtout au retard 1 pour le Garch. Donc ici c'est bien significatif, la p-valeur est très proche de 0. Donc alpha correspond à les retards de l'erreur au carré. Et par contre là on voit que c'est super. Alors le bêta ici associé il est significatif, ok, mais la valeur elle est pas proche de, enfin elle est quand même proche de 1. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine, une forme de persistance dans les clusters de volatilité, dans la volatilité conditionnelle. Donc c'est-à-dire qu'autant T, en fait, pour déterminer quelle va être la volatilité, vous avez qu'à regarder, enfin vous regardez les valeurs passées, et si c'est dans une trajectoire ascendante, il y a une forte probabilité que la volatilité au T que vous allez observer reste haute ou proche des valeurs passées. Ok. Donc pareil, donc là si je fais le résultat à point plot, vous avez ici donc ça c'est un peu plus clair, un peu mieux défini que pour le Arch. Donc essayez de fixer ça. De toute façon vous le regarderez vous-même. Donc là c'est un peu moins défini. Ici c'est plus clair. Enfin je sais pas comment expliquer. C'est plus franc comme augmentation. T'as moins de bruit dans la volatilité conditionnelle. Là de la même façon on a standardisé les résidus et on voit que les résidus sont encore plus blancs. Là vous voyez pendant les périodes de crise, si on fait bien attention, même si on peut rien dire comme ça, on voit encore un cluster ici, on voit un peu encore un cluster là, etc. Alors que là, si on regarde ici, à l'œil nu, vous pouvez vraiment plus rien détecter dans les résidus qui ont été standardisés par cette volatilité conditionnelle. Ok. Euh, Jusqu'ici, quand vous avez observé les équations de Garch et Arch, vous avez vu des termes au carré, etc. Et tout. Donc dans l'effet stylisé, nous on a parlé d'effet asymétrie, etc. Donc le problème avec les termes au carré, c'est que ça gomme toute asymétrie, quoi. On ne sait pas quel serait l'impact d'un rendement négatif sur la volatilité, un rendement positif sur la volatilité, on ne sait pas. Ça gomme l'asymétrie, les effets d'asymétrie.
Donc alors, il y a beaucoup de modèles qui peuvent tenir compte, de variantes de Archie-Garch qui peuvent tenir compte euh, de ces effets d'asymétrie ou de queue épaisse, donc de kurtosis élevée. Pour le plus connu d'entre eux, c'est celui en général que vous allez utiliser, c'est le modèle I-Garch, ok. Donc pour exponential Garch. Euh, donc le modèle en moyenne toujours la même chose ici aussi. Par contre, ici, ce qu'on va étudier, c'est que finalement, ce sera le log de la variance. Ok. Log de la variance, pourquoi? Parce que le Garch, à la base, il est modélisé comme ça. Ici, donc marque. En fait, c'est un processus multiplicatif, d'accord? Donc ici, vous avez une multiplication, mais ça, c'est très pénible à estimer. C'est-à-dire que si cette équation-là multiplicative, on l'avait mis ici, bah, à estimer, c'est plus compliqué. Alors, avec le logarithme sur l'exponentielle, bah, ça nous permet de linéariser et donc d'estimer ce processus plus facilement. Donc, le E de exponentielle, ça vient bien qu'à la base, le processus, je veux dire purement établi, c'est un processus exponentiel et multiplicatif. Donc là, je vous explique ce qui se passe. Donc là, vous avez plusieurs choses. Vous avez ici, là j'ai juste inversé une chose, je crois. Bon là, j'ai juste inversé un truc dans dans les indices là. Ok. Bon là, j'ai fait une petite erreur dans les indices, ok. Donc ça, c'est plutôt euh, l'indice O, il est ici, l'indice Q, il est là. Bon, en clair, ici, cette première partie de cette première somme, c'est les rendements. Vous voyez, là, il n'y a plus de carré. C'est les valeurs passées des rendements, des résidus ici. Et bien, ces valeurs passées des résidus, donc a priori positives. Donc là, on va capter un effet global, positif ou négatif. Donc peu importe, on va capter une forme d'effet global ici. On va pas capter le fait que ce soit un rendement positif ou un rendement négatif, le rendement passé. Ensuite, ici, vous avez quelque chose d'assez particulier. On a mis une valeur absolue sur attendez, je dis pas de bêtises. Ici, zeta. Alpha égale zeta. Ok. Donc ici, là, ça va vous permettre de capter un effet, l'effet négatif. Donc là, ici, l'effet positif, l'effet négatif, et toujours euh, les valeurs passées du logarithme. Donc toujours, alors là, j'ai mis le log, j'aurais dû mettre ln, je vais vous la réécrire cette équation, des valeurs passées de la volatilité. Donc ici, donc là, on importe le modèle IGARCH, ok. Donc P pour ça ici, je me suis trompé ici dans le voilà. Donc si on regarde le O, P, donc ok. O c'est l'ordre d'asymétrie. Ok. Ordre d'asymétrie. P c'est la symétrie. Donc P c'est bien la symétrie. Donc j'ai dit un petit peu peut-être l'inverse dans mes explications. Donc excusez-moi, je vais reprendre. Donc ici, en fait, je me suis pas trompé sur les indices, mais ici, ça permet de tenir compte de l'effet asymétrique. Ici, de l'effet symétrique, étant donné qu'on fait en valeur absolue, oui, en fait c'est évident. Excusez-moi. Euh, et du coup, ici, les valeurs passées de la volatilité. Donc si on regarde les résultats de cette estimation, donc alpha 1, ici, ça correspond à notre zeta, le alpha. Donc zeta, c'est ici. Donc ici, c'est l'effet symétrie. Ok. Et ici, le gamma, ça correspond à notre θ, l'effet asymétrique. Donc l'effet asymétrique et symétrique sont tous les deux significatifs et ont un impact sur sur la variance. Okay, donc là, je reviendrai sur cette négativité ici dans les commentaires que je vous transmettrai dans les cellules.
dans les cellules de notebook. Ok. Donc là, ouais, il y a peut-être une coquille. Bon, je vous ferai les commentaires ad hoc si jamais il y a besoin. Voilà, vous avez vu qu'il y a en fait plusieurs façons de modéliser ces festilisés. Euh, L'essentiel, il en existe plein d'autres, hein. Il y a les modèles Tegarch, etc. Mais j'ai pas trouvé les codes en Python et j'ai pas eu le temps de retrouver. Il existe aussi les modèles, les modèles Garch en moyenne. Donc ça veut dire que l'effet de la volatilité conditionnelle, vous la remettez dans le processus en moyenne. Donc ça c'est encore assez particulier. J'ai pas non plus trouvé les codes pour vous le faire tourner. Mais l'essentiel, si vous arrivez à vous concentrer déjà sur ArchGarch et IGarch, c'est déjà très bien. Donc ici, j'avais remis ces histoires de résidus standardisés, de volatilité conditionnelle. Euh, donc là, bah, je l'ai illustré un petit peu jusqu'au bout. Donc là, j'ai mis les résidus. Si je mets les résidus au carré, les résidus non standardisés au carré, bah, vous voyez qu'il y a une forte autocorrélation. Donc c'est ce qu'on a observé dans les CFS stylisés. Si ici je fais les résidus standardisés, donc STD bon, standardisés au carré, donc on observe effectivement plus d'autocorrélation, ce qui fait que notre modélisation de volatilité conditionnelle a bien fonctionné. Euh, il y a un test que vous avez peut-être déjà croisé par ailleurs qui vous permet de détecter si dans les résidus du processus en moyenne, il y a un effet Arch. C'est le test Arch. Le test suit la procédure suivante. Donc, on choisit un modèle en moyenne, ok, donc un type AR ou plus standard, ARMA ou autre chose. On l'estime, on récupère les résidus ici. Ok, donc les résidus c'est avec le chapeau, on les met au carré et on effectue la régression suivante. Donc finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait avec l'équation de volatilité conditionnelle des processus Arch. Et donc, si l'un des coefficients bêta ici est significatif, alors on dira qu'il y a un effet Arch. Et donc, ça va, entre guillemets, imposer le fait d'utiliser une modélisation plus complète, donc type Arch-Garch, pour nos résidus. Donc ça, c'est un multiplicateur de Lagrange standard, donc avec t, enfin t rond, c'est t moins le nombre de lags que vous avez mis ici. Donc en gros, c'est le t de la régression auxiliaire, multiplié par le r carré. Ok. Et donc du coup, ça va vous permettre de rejeter, donc rejeter H0, qui H0, c'est absence d'effet Arch. Donc ici, on illustre, donc là, vous avez ce test déjà précodé dans StatModel. Donc et Arch, on le fait sur les résidus. Ici, vous avez le test fait multiplicateur de Lagrange. Ici, le test avec, parce qu'on peut le faire avec Fisher aussi, et associer leurs p-valeurs. Donc la première les deux p-valeurs sont à 0, ce qui veut dire qu'on rejette H0 et qu'il y a un effet Arch dans les résidus. De la même façon, si on fait le test là, sur les résidus, vous savez qu'on a standardisé en ayant tenu compte de cette volatilité conditionnelle. Vous voyez ici que la p-valeur est proche de 1. Donc ce qui fait qu'on ne rejette pas H0, il y a une absence d'effet Arch. C'est-à-dire que notre modélisation Arch finalement a permis de gommer l'effet Arch des résidus. Euh, donc du coup là je vous ai mis quelques méthodes, enfin les deux méthodes d'estimation utilisées pour les effets Arch, etc. Donc là ici je me suis peut-être un peu emballé pour un coup en Python, j'ai mis les stratégies par le maximum de vraisemblance. Ce qui est plus intéressant à voir, c'est le two-step OLS. Parce qu'un modèle Arch peut être vu comme les deux modèles ARMA successifs. Donc là, si on considère que le Arch, un modèle ARMA sur pourquoi pas sur quand on dit successif, c'est pourquoi pas sur le modèle en moyenne avoir fité un modèle ARMA. Nous, on l'a pas fait, on a mis une constante. Et sur le carré de l'innovation, on peut faire une sorte de processus ARMA sur le carré de l'innovation. Ok. Donc là, on estime d'abord les bêta chapeaux, on en déduit les résidus, on fait les tests Arch pour voir s'il y a un effet Arch dans les résidus,
et on estime les MCO, euh, les MCO ici sur l'équation de volatilité conditionnelle, ou avec des formes plus élaborées pour tenir compte d'autres problèmes d'hétérocédasticité ou peut-être notamment d'hétérocédasticité. Donc il faut toujours que les résidus aient les bonnes propriétés. Donc nous allons nous retrouver pour faire l'application dans une prochaine petite vidéo.